Bonsoir et bienvenue dans l'Africa Tonight. Au sommaire de l'actualité, une coopération sud-sud dans le domaine de l'enseignement supérieur et de la recherche. Les ambitions du Gabon et du Maroc. Les deux pays indiquent vouloir redynamiser leur partenariat dans ce domaine. Retour à suivre également dans ce journal le Salon national de l'entrepreneuriat numérique et de l'intelligence artificielle qui s'est tenu à Cotonou au Bénin, une deuxième édition qui a mis l'accent sur les enjeux des données numériques en lien avec l'entrepreneuriat et l'intelligence artificielle. Du sport avec les préparatifs de la Coupe du Monde de basketball 2023, coup d'envoi de la 19e édition le 25 août prochain, mais déjà des incertitudes autour notamment de Joel Embiid. On ne sait toujours pas le maillot que va porter le basketteur d'origine camerounaise qui détient également les nationalités françaises et américaines. On ouvre ce journal par cette information, les 11 auteurs du coup d'État que les autorités tchadiennes ont assuré avoir déjoué en décembre dernier devraient prochainement être graciés. C'est ce qu'indique la présidence. Début janvier, le gouvernement tchadien avait annoncé l'arrestation de 10 officiers et d'un militant des droits de l'homme, Baradine Berdey Targio, présenté comme le cerveau de l'opération. Ces personnes détenues dans la prison de haute sécurité de Korotoro, qui se trouve au nord de la capitale, N'Djamena, ont été condamnées à 20 ans de prison ferme pour atteinte à l'ordre constitutionnel, détention illégale d'armes et association de malfaiteurs. C'est à la fin du mois d'avril dernier que le président de transition, le général Mahamat Idriss Déby Itno, s'était engagé à faire libérer une dizaine d'officiers de l'armée accusés donc d'avoir fomenté le coup d'État avorté de décembre 2022. Renforcer la coopération dans le domaine de l'enseignement supérieur et de la recherche, volonté réaffirmée par le Maroc et le Gabon lors de la visite au Maroc du ministre gabonais de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et du transfert de technologie, Patrick Mougiama Daouda, reçu en début du mois par son homologue marocain Abdelatif Miraoui. Et à l'heure où le continent ne compte que 2,6% des publications scientifiques, les deux parties, le Gabon et le Maroc, disent vouloir développer des moyens afin de parvenir à redynamiser la coopération bilatérale dans le domaine de la recherche scientifique. Écoutez, le ministre gabonais de l'enseignement supérieur et de la recherche, Patrick Mougiama Daouda. Je voudrais déjà remercier le ministre de l'enseignement supérieur pour l'accueil chaleureux fait à notre délégation et rappeler aussi que cette visite s'inscrit dans le cadre des très hautes instructions que j'ai reçues du président de la République, chef de l'État, faire en sorte que la coopération universitaire scientifique gabono-marocaine se dynamise encore davantage. Le but de la visite, c'est de voir comment le modèle marocain dans ces différentes universités peut accompagner les réformes que nous faisions au niveau du Gabon, des réformes structurelles, des réformes qui concernent les curricula avec le développement des nouvelles filières, la professionnalisation des filières dans les universités, la transformation digitale. Nous sommes dans le cadre d'un partenariat sud-sud qui est à renforcer. Retour à présent sur la deuxième édition du Salon national de l'entrepreneuriat numérique et de l'intelligence artificielle qui s'est tenue les 11 et 12 mai au Bénin à Cotonou. Contenus locaux, nouveaux métiers et données ouvertes était la thématique retenue pour cette nouvelle édition, durant laquelle il a été question de promouvoir les innovations dans le secteur du numérique et de l'intelligence artificielle. Je vous propose d'écouter Aurélie Adam Soulé, la ministre béninoise de l'économie numérique et de la digitalisation, qui s'exprimait à l'occasion de l'inauguration de ce salon. Écoutez. Nous avons fait et connu des avancées dans les domaines de l'intelligence artificielle et de l'entrepreneuriat numérique. Sur le volet entrepreneuriat numérique, la labellisation des startups entérinée par le Conseil des ministres. Cette initiative ouvre la voie à un appui renforcé à nos entrepreneurs numériques dans leur processus de développement. Sur le volet intelligence artificielle, je peux citer 3 avancées majeures.
Premièrement, nous avons mis en place la stratégie nationale de l'intelligence artificielle 2023-2026, qui a été approuvée par le Conseil des ministres après un processus d'élaboration participatif. Nous avons déjà commencé la mise en œuvre du plan d'action y relatif. Nous avons également des études de faisabilité qui sont en cours. Le développement de solutions d'intelligence artificielle. Donc, le ministère est engagé à suivre toutes les initiatives qui vont contribuer à la mise en œuvre de cette stratégie et de son plan d'action. Et une plateforme de suivi sera rendue disponible au public dans les prochains mois. Deuxièmement, en termes d'avancée, nous avons déjà des solutions disponibles. Et il y en a d'autres en cours de développement dans différents secteurs, tels que le transport, la santé, l'agriculture, pour ne citer que ces secteurs. Nous avons pu identifier des talents béninois spécialisés dans l'intelligence artificielle et la science des données, et j'encourage leur développement dans notre écosystème numérique. Troisièmement, nous sommes conscients des défis liés à la gouvernance des données massives, et le ministère est en train de prendre les dispositions pour mettre en place des solutions idoines pour une utilisation éthique et responsable de l'IA. Et en particulier en ce qui concerne la protection des données et la transparence des algorithmes. Malgré une percée dans certains pays africains, le nombre de femmes présentes dans les sphères politiques reste inégal sur le continent, malgré le fait que 6 pays du continent figurent parmi les États qui comportent le plus de femmes au sein de leur Parlement. La participation des femmes au processus politique reste encore très faible dans de nombreux pays. C'est notamment le cas au Soudan du Sud. C'est un sujet signé Gladys Mwamba. Majoritairement visibles dans l'espace public mais effacées en politique, les femmes sud-soudanaises bataillent pour se faire une place. La mission des Nations Unies au Soudan du Sud, MINUS, a donc récemment organisé un forum à Djouba. Le but, proposer des solutions viables pour que les femmes sud-soudanaises contribuent pleinement à la transition démocratique du pays, alors que l'accord de paix de 2018 prévoit que 35% des postes ministériels soient occupés par des femmes. Les Sud-Soudanaises continuent d'être sous-représentées dans la vie publique. Le paysage sociopolitique du pays est resté dominé par les hommes et le rôle des femmes dans le processus de paix et pendant la période de transition a été insignifiant. Quelques femmes ont été nommées à des postes de direction. C'est vrai, nous avons des vice-présidents. Nous avons un ministre de la Défense, ou plutôt nous avions un ministre de la Défense. Nous avons un président de l'Assemblée nationale et nous avons un certain nombre de femmes parlementaires. Mais malgré ces progrès, nous sommes informés de manière fiable que les femmes ne représentent que 26% des portefeuilles ministériels, 10% des postes de gouverneurs, 24% des ministres d'État et 2,5% du total des portefeuilles des commissaires de comté. L'accord de paix revitalisé de 2018 peinant à être appliqué, le gouvernement d'union nationale annonçait en août 2022 la prolongation de la transition politique pour une durée de 2 ans, une période dont la MINUS compte tirer profit en organisant des ateliers pour conscientiser les femmes sur le rôle clé qu'elles jouent dans le processus de paix. En 2024, je pense que les élections vont avoir lieu. C'est comme une préparation pour nous en tant que femmes de différents partis politiques afin d'être prêtes pour les prochaines élections. Comment s'adresser aux gens au niveau local, en particulier les femmes, pour leur donner des connaissances sur la façon de participer au processus politique. Rappelons qu'après des années d'une guerre civile qui a fait près de 400 000 morts et des millions de déplacés entre 2013 et 2020, le président Salva Kiir et son rival Riek Machar, devenu vice-président, ont accepté en 2020 de gouverner le pays ensemble. Le gouvernement d'union nationale est désormais particulièrement attendu sur la création de conditions propices à la pleine participation de la société civile et en particulier des femmes et des jeunes lors des prochaines élections qui doivent se tenir d'ici décembre 2024. Le réchauffement climatique fait peser des menaces croissantes sur l'Afrique. L'une des conséquences est une agriculture au défi des sécheresses. La Tanzanie n'est pas épargnée. Les aléas climatiques ont de lourdes conséquences sur les exploitations agricoles. Et vous allez le voir dans le nord du pays, certains se tournent alors vers la production de miel. Graziella Chakunte
avec les commentaires de la rédaction. Le miel adoucit l'impact de la sécheresse en Tanzanie. À la périphérie du district de Monduguli dans la région d'Arusha, un groupe de femmes Maasai mise sur l'apiculture pour générer des revenus supplémentaires. Ensemble, elles exploitent près de 76 ruches et les retombées sont doubles, à la fois économiques et environnementales. En une saison, Maria traite jusqu'à 300 bouteilles de miel qui se vendent 10 000 shillings tanzaniens le litre. J'ai beaucoup profité de l'apiculture. J'ai acheté 5 chèvres qui produisent du lait pour nous. J'ai aussi acheté un lit et éduqué mes enfants. Cette année, mon plan est de construire une maison. Il lui a fallu du temps pour en arriver là, du temps et des formations. Maria a bénéficié de l'expertise d'un réseau de coordination de petits exploitants d'agriculteurs et d'éleveurs, soutenu par le Forest and Farm Facility, l'Union internationale pour la conservation de la nature, l'Institut international pour l'environnement et le développement et Agricord. La protection de l'environnement est en effet un enjeu crucial. Il est très important que notre environnement soit pris en charge dès les captages d'eau. Donc notre formation va de pair avec ces aspects de l'environnement. Une exploitation éco-responsable donc et qui peut être particulièrement rentable. Encore faut-il maximiser la valeur de la production. Pour ce faire, les apiculteurs sont invités à joindre leurs forces pour accéder à de nouveaux marchés. Les choses sont différentes maintenant parce qu'ils peuvent faire des affaires tout au long de l'année grâce à la chaîne de valeur. Ils peuvent produire le miel puis s'engager dans d'autres activités de production de miel tout au long de l'année en raison de la valeur ajoutée. Bien qu'il soit principalement produit par de petits exploitants, le miel fait l'objet d'un marché juteux en Tanzanie. On compte malgré les aléas climatiques plus de 2 millions d'acteurs dans la filière à travers le pays, faisant du fameux nectar un délice loin d'être en péril. La problématique liée à l'accès aux soins de santé, l'un des maux dont souffre le continent africain où des millions de personnes meurent chaque année faute de soins. Des soins de santé mais aussi des médicaments qui restent inabordables pour les plus défavorisés, qui ont un accès à une gamme très limitée de services. Au Cameroun, face à l'urgence, des initiatives sont développées par des structures humanitaires. Reportage Eugène Chema. Emmanuel, que nous rencontrons ce jour à l'hôpital militaire de Yaoundé pour un rendez-vous médical, fait partie des patients qui ont eu l'opportunité d'être opérés par la mission humanitaire de chirurgie réparatrice menée à l'initiative des fondations Azaf Cameroun et Restore. Emmanuel est né avec une cryptorchidie intermédicale désignant un défaut de migration du testicule de l'abdomen vers les bourses. Les parents du jeune homme qui a 13 ans aujourd'hui espéraient que la situation se normaliserait seule, mais avec le temps, ils se sont résignés à envisager une opération. Dans une clinique privée au Cameroun où ils prévoyaient cette opération, elle aurait coûté pas moins de 650 000 francs CFA, soit environ 1 000 €. Mais à l'hôpital militaire, l'opération a été faite gratuitement. La mission humanitaire de chirurgie réparatrice prévoit également des médicaments et autres besoins pour la convalescence. Dans quelques jours, Emmanuel aura retrouvé une forme physique comme celle des enfants de son âge. Un peu bien. Depuis mon opération d'hier, je dis beaucoup merci à cette campagne. Dans l'une des salles réservées aux opérations, le spécialiste américain Clément Kakish et le Sénégalais Habibou Ndiaye, tous deux spécialisés dans la chirurgie maxillofaciale, effectuent une greffe de peau sur les paupières d'un jeune enfant de 4 ans qui n'arrivait plus à fermer son œil droit du fait d'un accident de circulation. Là aussi, opération réalisée avec succès, l'enfant pourra désormais reprendre une vie normale. J'ai travaillé avec le docteur Kakish Clément, qui est un éminent chirurgien maxillofacial de Californie. Donc, comme il vous l'a déjà dit, c'était une chirurgie de reconstruction. Effectivement, selon votre question, est-ce que c'est une pathologie qui est fréquente et qui est facilement faisable? Je dirais non. En fait, c'est surtout dans la reconstruction. Mais avec ce type de chirurgie, avec la chirurgie humanitaire, ça permet maintenant de pallier à ces genres de situations. Mais c'est pas, la chirurgie de reconstruction n'est pas encore d'actualité
surtout en Afrique de nos jours. La mission humanitaire de chirurgie réparatrice organisée à l'hôpital militaire de Yaoundé a attiré du monde, au-delà des attentes des organisateurs. L'initiative de cette opération, qui a mobilisé 40 spécialistes et volontaires, chirurgiens, anesthésistes, infirmiers, aides-soignants et techniciens chirurgicaux venant de 7 pays, a été prise en charge par la Fondation Azaf Cameroun et la Fondation Restore. Cette dernière est portée par le chirurgien plasticien américain d'origine ghanéenne, Michael Obeng. À la base, nous examinons les cas qui ne peuvent pas être traités facilement dans cet établissement, dans ce pays. En second lieu, ceux qui ont plus de malformations et pour lesquels l'intervention améliorerait leur mode de vie. Azaf Cameroun, l'autre fondation à l'initiative de cette mission humanitaire de chirurgie réparatrice, est portée par Eran Moas, un entrepreneur israélien qui a fait fortune au Cameroun et qui s'implique dans les activités d'amélioration des conditions de vie des populations vulnérables. La Coupe du monde de basketball 2023, la deuxième édition, aura lieu du 25 août au 10 septembre 2023 au Japon, aux Philippines et en Indonésie. 32 équipes nationales vont y prendre part. Côté joueurs, il y a encore quelques incertitudes concernant notamment Joel Embiid. Quel maillot portera le basketteur d'origine camerounaise qui détient également les nationalités françaises et américaines? C'est la grande question. Le point avec José Douglas. Le championnat du monde de basket se prépare et aura lieu du 25 août au 10 septembre 2023, une année avant les JO de 2024. 32 équipes participeront à la phase finale en Indonésie, au Japon et aux Philippines. 5 pays représenteront notre territoire et après le tirage au sort effectué le 29 avril, voici la composition des groupes pour nos sélections. Groupe A, nous retrouvons Angola avec les Philippines, l'Italie et la République dominicaine. En groupe B, la Serbie, Porto Rico, Chine et Soudan du Sud. En groupe D, l'Égypte avec la Lituanie, Monténégro et Mexique. En groupe F, le Cap-Vert sera avec la Slovénie, Venezuela et Géorgie. Et en groupe G, Espagne avec le Brésil, l'Iran et la Côte d'Ivoire. Mais la question qui est posée aujourd'hui, c'est avec quelle équipe le pivot camerounais de Philadelphia, Joel Embiid, jouera le mondial, mais aussi les Jeux olympiques. Car il faut savoir que Joel Embiid a changé de nationalité en 2022 en passant de la France à l'Amérique. Est-ce qu'on peut dire qu'il met autant de temps à choisir entre le Cameroun et la France? Je ne le pense pas. Déjà, il n'a pas joué avec l'équipe du Cameroun, Joel Embiid, pour des raisons peut-être financières, pour des raisons d'assurance, pour plusieurs raisons, plusieurs motifs. Et aussi, il faut reconnaître que le coût des assurances des joueurs NBA, tels que Joel Embiid, avec des contrats hyper élevés, reste très élevé. Le lien, semble-t-il, serait rompu entre le pivot des Philadelphia et le staff français, et Embiid détient 3 passeports en ce moment, celui du Cameroun, de la France et des États-Unis. Il prépare ce mariage. Joel n'a toujours pas pris de décision, mais quelle que soit sa décision, il semble difficile qu'il puisse jouer avec nous cet été. Mais ça ne remet pas en cause le fait qu'il puisse jouer avec nous l'an prochain. Il va se marier cet été et ça tombe vraiment dans la mauvaise période, pendant la préparation de toutes les équipes, rendant donc difficile sa présence. À noter que les 2 premières équipes de chaque groupe seront qualifiées pour le second tour. Et puis à propos de la NBA, Boston a écarté Philadelphia, l'équipe de Joel Embiid, lors du 7e et dernier match des demi-finales de conférence, 112-88. Et c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur Africa 24.